Nous dégustons tous du vin rouge, du blanc ou du rosé, mais pourquoi de telles différences dans la présentation visuelle des vins? C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette vidéo d'Expert Dégustation. Avant de débuter, pensez-y, votre seule façon de nous soutenir et de partager notre passion, c'est de vous abonner à notre chaîne Expert Dégustation. C'est aussi le moyen de donner votre avis, vos idées en commentaire, et bien sûr je vous en remercie. Alors maintenant, rouge, blanc ou rosé, cela dépendra de deux éléments essentiels. Voyons le premier élément, la couleur du grain de raisin. D'abord, d'où vient la couleur? La couleur est présente dans la peau du grain de raisin. La concentration en pigments colorants est essentiellement dans l'assise de l'épiderme du grain de raisin. Les pigments colorants dominants sont appelés les anthocyanes. Alors anthocyanes, ça vient de deux mots grecs, anthos, qui veut dire la fleur, et puis cyanos, qui veut dire tout simplement bleu foncé. Ces éléments appartiennent à la famille des polyphénols, c'est également la famille des tannins. Et pour la petite info, les anthocyanes se retrouvent aussi en abondance dans l'univers végétal, tels que les fruits, je pourrais citer la myrtille et la mûre, mais également bien sûr les fleurs, comme la pivoine. Mais Stéphane, il existe bien des raisins à la peau rouge, mais également à la peau blanche. Tout à fait, et les anthocyanes sont présents dans les cépages noirs. C'est pour cela que seul le cépage noir possède suffisamment de pigments pour produire du vin rouge. Mais vous l'avez remarqué, il existe une multitude de nuances pour la couleur du vin rouge. Les nuances représentent en fait les différents degrés de la coloration d'une même couleur. Alors pourquoi une telle diversité? Eh bien, les cépages sont plus ou moins riches en pigments. Certains cépages contiennent seulement 100 à 200 mg par litre et d'autres au-delà de 1 g par litre. Cela change bien sûr la richesse, la concentration de la couleur. Un cabernet, par exemple, est très coloré et on peut en contenir jusqu'à 1100 mg par litre, alors que le grenache, le pinot noir, sont nettement plus modestes. Le pinot noir d'Alsace, par exemple, possède à peu près 100 mg par litre. Et d'ailleurs, le vin est visuellement comme un rosé, même s'il s'agit d'un vin rouge. Celui de Bourgogne, par exemple, également, c'est 200 mg par litre. Et l'un des moins colorés est le cinsault, proposé d'ailleurs naturellement en vin rosé. Nous avons également une combinaison entre les tanins et les pigments. Les cépages naturellement plus tanniques produisent souvent un vin beaucoup plus sombre, tel que le Malbec de Cahors ou le Tannat du Madiran. Deux vins d'ailleurs colorés, dignes ambassadeurs au Moyen-Âge du vin rouge de Metz, pour représenter le sang du Christ. Enfin, il existe différents types d'anthocyanes. Leur nombre varie de 3 à 18, et ils sont donc très nombreux dans les cépages rouges, autour de 13 à 18. De plus, les anthocyanes peuvent être séparés en deux grands groupes, les pigments bleus et les pigments rouges. De ce fait, en fonction des proportions, certains cépages donneront un vin d'un rouge très franc, et d'autres auront une nuance beaucoup plus violacée, mauve, pourprée. Mais qu'en est-il pour le vin blanc? Nous avons bien sûr des pigments jaunes, les flavonols, dans le cépage blanc. Mais pour le vin blanc, ils sont absents. Les éléments responsables de la coloration du vin blanc restent encore un sujet de recherche. La coloration est moindre et les différentes teintes des cépages sont donc plus difficiles à identifier que celles des vins rouges. Nous parlerons pour la teinte principale de jaune ou or, associé bien sûr à des nuances. Stéphane, existe-t-il d'autres facteurs sur la couleur qui interviennent lorsque le raisin est encore sur son cep, c'est-à-dire sur son pied de vigne? En effet, il existe quelques facteurs climatiques et la conduite de la production qui vont influencer sur cette couleur. Il s'agit en particulier de l'ensoleillement et puis également du rendement, d'où l'importance de la taille pour limiter la quantité. Un fort ensoleillement, un rendement modeste auront une incidence en intensifiant la teinte du vin. La teinte sera plus colorée, plus concentrée. A l'inverse, une récolte diluée offre une teinte aqueuse, translucide, incolore. Maintenant que nous savons pourquoi il existe une telle diversité de nuances au sein de ces couleurs, passons au deuxième facteur fondamental sur cette couleur, c'est-à-dire la vinification. Parlons maintenant de la différence fondamentale qu'il y a entre l'élaboration d'un vin blanc et celle d'un vin rouge qui va bien sûr influencer sur la couleur. Vous le savez, la peau est le siège de la couleur, quel que soit le cépage. Et pour produire du vin, nous allons utiliser le jus de raisin, appelé le mou. Ce mou n'a pas de couleur, est incolore, sauf pour les cépages dits teinturiers, à la pulpe colorée. Alors pour élaborer un vin rouge, eh bien le principe est de colorer notre mou blanc. Nous allons simplement le teindre avec les anthocyanes de la peau. Pour cela, nous allons rompre la peau des grains de raisin,
pour que le jus s'en échappe et soit mis en relation avec les peaux. Cette première étape s'appelle le foulage. Les peaux sont mises en contact avec le jus, nous parlons à ce stade de l'étape de la macération. Alors il existe plusieurs macérations. À froid, la macération dite préfermentaire. La principale est la macération qui a lieu lors de la fermentation alcoolique, qui permet d'extraire et de dissoudre efficacement les éléments colorants dans le mou fermenté. Il y a également la technique du remontage qui permet d'écouler le jus fermenté et chaud à travers les peaux et qui évoque tout simplement le système de percolation du café. Nous accentuons ainsi la couleur. Et pour le vin blanc, c'est très simple. On évite le contact entre le jus et les peaux. Évidemment, il faut extraire le jus, donc il y a un foulage par impressurage pour vider les grains de leur jus. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de macération lors de la fermentation alcoolique. Alors ensuite, après l'élaboration du vin, nous avons également l'élevage sous bois. Ce dernier peut également apporter des nuances à la teinte par l'oxydation modérée qui se fait à travers le fût au fil du temps. Les teintes apportées se rapportent à un brunissement. Elles se traduisent, par exemple, pour le vin blanc, par des franges plus dorées. Alors finissons avec le vin rosé, qui n'est pas du tout du vin rouge assemblé avec du vin blanc. Non, non et non. Enfin, si, pour le champagne, mais ce sont les seuls bénéficiaires de cette méthode. Pour la production des autres rosés, l'élaboration reposera sur deux autres méthodes, un pressurage direct ou une macération courte qui va durer de 2 heures à 24 heures sans rentrer dans les détails. Maintenant, vous savez pourquoi il existe 3 couleurs de vin, vous avez découvert les anthocyanes et leur rôle dans cette diversité des teintes et des nuances de la couleur. Nous n'oublions pas bien sûr les reflets de la couleur qui correspondent à l'évolution de la teinte et nous ferons une vidéo sur ce sujet. Sinon, devinez le cépage d'un vin en 30 secondes, voici notre vidéo sur ce sujet. À très bientôt!